Podcast. Affaire Marie Bénard. Épisode 7. Retour des témoins à la barre. 3e procès. 5 décembre 1961. 14e jour du procès. Après les expertises, vient à nouveau le temps des témoins. Cette journée est consacrée aux témoins à charge. Frédéric Potcher partage le témoignage du docteur Delaroche, médecin à Loudun, qui avait soigné de nombreux membres de la famille Bénard, et celui du notaire de Marie Bénard. Il est aussi beaucoup question des ragots loudunesques. À Bordeaux, suite du procès fleuve de Marie Bénard, Frédéric Potcher se trouve à Bordeaux. Il a suivi l'audience aujourd'hui, il en fait le compte-rendu. Le docteur Delaroche, médecin à Loudun, a soigné un certain nombre de victimes supposées de Marie Bénard. Madame Rivet, dit à la barre ce témoin, avait un syndrome digestif. Lorsque je suis arrivé, la malade était mourante. Sur Lucie Baudin, sœur de Léon Bénard, trouvée pendue dans la cage de son escalier, le docteur Delaroche n'a pas constaté de traces de strangulation. Mais il ajoute ceci. J'ai hésité à donner le permis d'inhumer, j'ai fini par le délivrer parce que je n'avais que des arguments assez faibles. Mais l'impression était tout de même inquiétante. Sur la mort par congestion pulmonaire de Marcelin Bénard, le docteur Delaroche avait fait un diagnostic réservé. Sur quoi Marie Bénard se lève dans le box. Lorsque je vous ai vu après le suicide, docteur, après le suicide de Lucie, vous n'avez marqué aucune réticence. Et vous m'avez même mis le doigt sur le sillon de pendaison dans le cou, là, pour me montrer. L'avocat général Guillemin, interrogeant à son tour le témoin, donne lecture d'une lettre qu'écrivit le 5 décembre 41, peu avant sa mort, la dame Rivet à l'un de ses cousins, M. Roy. « Je suis allé au docteur il y a 8 jours, écrit la dame Rivet, parce que ça ne va pas. J'ai la figure et les yeux enflés, enfin, j'ai eu des vomissements. » Ajoutons que la dame Rivet était l'objet de soins multiples des époux Bénard. Plus tard, 9 ans plus tard, on communique au docteur Delaroche les conclusions du docteur Béroud, qui a trouvé de l'arsenic dans le corps de Lucie Baudin. Le docteur Delaroche aurait déclaré alors « Eh bien oui, j'ai constaté les mêmes signes cliniques de l'empoisonnement, seulement, voilà, je me suis trompé. » L'accusation félicite hautement le docteur Delaroche, qui a reconnu son erreur, mais Maître Gautrat reprend à son tour l'interrogatoire du témoin. « Sur le moment, vous n'avez rien vu, dit Maître Gautrat, et vous ne dites rien pendant 9 ans. Et alors, chez le juge, parce que l'on vous a dit que le grand savant Béroud avait trouvé de l'arsenic, alors vous vous êtes souvenu de vos hésitations. Seulement voilà, le docteur Béroud s'était trompé. Eh bien, c'est la même chose avec Madame Pintou, qui s'est souvenue en présence du commissaire Noquet d'un souvenir qui remontait à plusieurs années. Madame Pintou s'est tout à coup souvenue en effet que Lucie Baudin avait été agressée par son frère. Avant l'audition du docteur Delaroche, la cour avait entendu le notaire Demeule, l'homme qui trouva des faux policiers pour obliger Madame Pintou à se rétracter. Monsieur Demeule a été chargé de défendre les intérêts de Léon Bénard dans le règlement de la dévolution des biens des vieux Bénard. Monsieur Demeule a aussi réglé la succession des époux Rivet et puis celle des 2 vieilles sœurs Laleron. Une scène extraordinaire. Cela se passe dans la maison des Bénard où résident Virginie et Pauline Laleron, 86 et 83 ans. Pauline était sur son lit, morte. Virginie sur un autre lit allait mourir. Et en même temps, elle testait en faveur de Léon Bénard. Vous voyez la scène. Avant de mourir, Madame Rivet, de son côté, avait vendu à Léon Bénard une maison et un jardin contre une rente viagère de 2000 francs. Et puis Madame Rivet est morte. Et ceci se passait de nombreuses années avant la mort de Léon Bénard. On sait enfin qu'en octobre 1947, à la mort de Léon, Marie possédait 6 immeubles à Loudun et en outre 28 hectares de bonne terre, fait remarquer le président, de bonne terre à la porte de la ville. Après avoir entendu la déposition de M. Georget, personnage pittoresque, qui a bien connu Pauline et Virginie Laleron. Oh, c'était la Pauline qui avait des sous, dit-il. Messieurs Coustillier et Beloge rapportent de menus ragots loudunesques. Puis M. Streicher, ayant dit que l'Allemand Ditz s'était plaint à lui-même de la police française,
le président Lucie Saint-Saëns entre dans une fureur terrible contre cet Allemand qui ne défère pas aux convocations et qui se permet d'attaquer la justice et la police française, sur quoi le procureur général annonce que son réquisitoire sera très court et qu'il insistera particulièrement sur 3 cas, ceux de Léon Besnard, de Marie Davaillot et de Blanche Rivet. Nous en sommes là ce soir, à demain. 7 décembre 1961, 16e jour du procès. Après 2 jours de témoignages à charge, cette journée est consacrée à l'audience des témoins de la défense. Le ton change. L'empoisonneuse devient la bonne dame de Loudun. Ce jour-là, Frédéric Potcher cède sa place à Pascal Rossini. 16e journée du procès Marie Besnard. Maintenant, tous les témoins du procès ont été entendus. Les derniers, aujourd'hui, ont tous témoigné, semble-t-il, en faveur de Marie Besnard. Résumons d'un mot le climat. Aujourd'hui, c'était la vie en rose. Bref, d'hier à aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Hier, à en croire les témoins à charge, Marie Besnard avait empoisonné sa mère. Aujourd'hui, c'est une fille comme on en aurait souhaité beaucoup. La mère et la fille vivaient l'une pour l'autre, c'est tout dire. Ceci au témoignage de Madame Grelier. Autre chose, la maladie de Léon Besnard. Ces derniers jours, ce qu'il aurait dit avant de mourir. Pour les témoins à charge, comme vous savez, Léon Besnard avait affirmé qu'on avait mis quelque chose dans sa soupe. Aujourd'hui, monsieur Cuot, un ami de Léon Besnard et de sa femme, qui lui aussi était là, et qui a vu Léon Besnard 3 jours avant sa mort, affirme que Léon lui a dit « Ne t'en fais pas, je serai guéri la semaine prochaine ». Et le valet allemand, le fameux Dietz, hier, monsieur Alphonse Barodon disait « Aucun doute, Marie Besnard était la maîtresse du valet ». Aujourd'hui, Alphonse Cuot dit « Ça me fait rire ». Pour le garagiste de Loudun, M. Michel Lambert, même réaction. Et quand on lui demande ce qu'il pense des rumeurs qui ont couru la ville sur Marie Besnard, il répond « C'était les histoires du pays, c'était la méchanceté des gens ». Autre témoin, l'ancien notaire de Loudun, maître Beaufume, qui vient donner une idée de l'atmosphère qui peut régner dans une petite ville où tout le monde se connaît. Le président lui demande « Pouvez-vous nous dire où vous avez entendu tous ces ragots ?» Et maître Beaufume répond « Dans mon étude. Et si je voulais tout vous dire, il y faudrait un roman en 12 volumes. » Il y avait là-bas quantité d'histoires énormes, c'est le mot de maître Beaufume, au milieu desquelles celle de l'empoisonnement de Léon Besnard était pour ainsi dire noyée. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit un autre témoin, M. Landre, qui a été ouvrier agricole chez les Besnard et qui a gardé un bon souvenir de ses anciens patrons. Tout le monde, a dit M. Landre, se sont déchaînés, nous citons bien entendu, au moment de l'arrestation. Et il a ajouté, avant il n'y avait rien, maintenant on n'en parle plus. C'est d'un mot toute l'histoire Marie Besnard, de fait 12 ans ont passé. 9 décembre 1961, 18e jour du procès. À 48 heures du verdict, l'heure du réquisitoire est arrivée. Sur les 12 cadavres que l'on attribuait à Marie Besnard au début de l'affaire, l'accusation n'en retient plus que 3. Le procureur général de Robert s'adresse au juré. Le procureur général de Robert a l'intime conviction que Marie Besnard est coupable. Il l'a dit en ajoutant ceci, « Si je n'avais cette intime conviction, je ne serais pas ici à la place que j'occupe. » Puis se tournant vers les jurés, il leur dit, « Si vous répondez, messieurs, affirmativement à une seule des questions qui vous seront posées, vous condamnerez avec sévérité, mais avec mesure. » Ceci dit, il a encore ajouté ceci, « Je ne doute pas que vous preniez vos responsabilités. » En sous-entendant qu'après tout, les jurés pourraient très bien ne pas avoir l'intime conviction que Marie Besnard est coupable. Je voudrais à présent citer une ou deux phrases qui ont été prononcées par M. de Robert, qui a très bien analysé le crime de l'empoisonnement, montrant que c'était le crime le plus odieux, parce que le plus secret et le plus prémédité de tous. Disant aussi cette phrase de Montesquieu qui vaut vraiment la peine d'être citée, « J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. » En somme, le procureur général de Robert fait appel au bon sens populaire et à la sagesse des jurés. Inutile de dire que ce n'est pas le point de vue de la défense. Maître Gautrat est le premier des avocats à débuter les plaidoiries. Il refait l'historique du procès et demande aux jurés d'appuyer leur intime conviction sur des faits et des preuves. Car aussitôt après ce réquisitoire, nous avons entendu Maître Gautrat qui a tout de suite, qui, si je puis dire, est monté sur ses grands chevaux en déclarant « Messieurs, vous passez sous silence des éléments essentiels ». Puis il a expliqué
qu'il avait la conviction de l'innocence de Marie Bénard, conviction basée sur le dossier et sur le travail qu'il avait effectué pendant 10 ans et plus en suivant toutes les péripéties de cette affaire. Puis Maître Gautrat a dit ceci: l'intime conviction exige que vous apportiez des preuves, si vous avez la preuve qu'elle est coupable. Et la loi veut que ce soit vous, ministère public, qui apportiez ces preuves. Or, il est évident, Maître Gautrat a là la partie assez belle, que jusqu'à présent, les preuves manquent tout à fait du côté de l'accusation. Et comme le procureur général avait dit qu'il était là pour défendre la société, Maître Gautrat s'est écrié: mais moi aussi je défends la société en vous empêchant de commettre une erreur judiciaire. Si vous admettez que cette femme a souffert, a dit ensuite Maître Gautrat à Maître de Caunes, si vous admettez qu'elle a souffert et Maître de Caunes l'avait admis, donc vous êtes obligé d'admettre qu'elle n'est pas coupable. Tout cela est assez subtil, vous le voyez, et les arguments des deux parties sont également valables. Nous ne savons pas maintenant ce qui se passera lundi, c'est-à-dire demain, mais je sais que nous entendrons lundi matin à 10h Maître Ayot. Or, Maître Ayot a énormément de choses à dire et qui sont, je crois, très favorables à la défense. Après quoi, on entendra Maître Favreau-Colombier et puis Maître Ducluseau et enfin Maître Gautrat couronnera ce flot d'éloquence en faisant un ultime appel aux jurés. Cet ultime appel pourrait avoir lieu mardi. Il est vraisemblable que le verdict sera connu mardi dans l'après-midi ou dans la soirée. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais dire en terminant, c'est que nous arrivons au terme de ces débats et quoi qu'ait pu dire l'accusation, aussi bien Maître de Caunes que le procureur général, il n'existe aucune preuve que Marie Bénard est coupable et quoi qu'ait pu dire la défense, il n'existe non plus aucune preuve que cette femme est innocente. « 11 décembre 1961, 19e jour du procès. Après avoir entendu le réquisitoire du procureur général de Robert et la plaidoirie de Maître Gautrat, les jurés écoutent celle des deux autres avocats de Marie Bénard. Dans le journal de 20 heures de l'unique chaîne de télévision, Frédéric Potcher résume les propos de Maître Ayot, chargé de démonter les conclusions de l'expertise toxicologique. Puis vient l'argumentaire de Maître Jacqueline Favreau-Colombier, en charge de l'expertise psychologique. Ce matin, Maître Ayot du barreau de Paris a démoli le fragile échafaudage de l'accusation toxicologique. Il n'y a eu dans cette affaire, a-t-il dit, qu'un seul médecin légiste, le docteur Piedelièvre. Seul, la loi le prescrit, le médecin légiste est habilité à tirer des conclusions sur le plan médical. Or, les conclusions du docteur Piedelièvre sont formelles. On ne peut pas conclure de ces analyses qu'il y a eu intoxication criminelle. Messieurs les jurés, poursuit Maître Ayot, on veut vous arracher une condamnation qui 2 fois a été refusée. Vous êtes des hommes libres, indépendants, qui ne doivent de compte à personne. Eh bien, j'ai confiance en vous. Après Maître Ayot, Maître Jacqueline Favreau-Colombier du barreau de Bordeaux s'attaque au dossier psychologique. Avec une ironie vraiment féroce, Maître Favreau-Colombier met à nu les âmes et les consciences des principaux accusateurs de Marie Bénard. Personne ne s'est jamais demandé, dit-elle, entre autres choses, de quoi étaient morts le mari, la sœur et le gendre de Madame Pintou. Mais à la fin, prise par l'émotion, Maître Favreau-Colombier, qui se bat depuis 10 ans pour Marie Bénard, éclate. Après 5 ans de prison préventive, remise en liberté pendant 7 ans, cette femme est venue volontairement devant vous. Personne ne l'attend, ni mère, ni mari, ni enfant. Elle ne vit que pour obtenir justice. En larmes, Maître Favreau-Colombier se tourne vers Marie Bénard, qui, elle, est secouée aussi de sanglots. Ayez confiance, Marie, ces braves gens ont compris. 12 décembre 1961, 20e et dernier jour du procès. La France entière attend le verdict de cette affaire qui aura défrayé la chronique durant 12 années. Témoins de cette fébrilité, les caméras de la télévision suivent Marie Bénard alors qu'elle se rend au tribunal. Nous vivons les dernières minutes d'un énorme procès. Et ces minutes sont d'angoisse, sont d'inquiétude. On se demande ce qui va arriver, comme si une énorme partie se jouait dans ce prétoire entre une accusée qui a l'air abandonnée de tous, mais certainement pas de ses avocats qui l'assistent depuis 15 ans, et les jurés, et aussi le prétoire, c'est-à-dire le public et les journalistes. Le public est extrêmement nombreux. On étouffe dans ce prétoire. Mais Maître Gautrat a soulevé
comment dirais-je, non pas l'enthousiasme, le mot est faux, mais maître Gautrat après maître Ducluseau, après maître Jacqueline Favreau-Colombier et après maître Hayot a réussi à émouvoir une fois encore l'assistance et je le crois aussi les jurés. Frédéric Potcher prend le micro pour annoncer au public le verdict qu'il attend depuis 12 ans. Marie Bénard est acquittée. Elle a été acquittée après une délibération qui a duré un peu plus de 3h30 par le jury de la cour d'assises de la Gironde qui était présidé, comme vous le savez, par le président Nucy Saint-Saëns. Aux 13 questions qui leur étaient posées concernant la mort de 11 personnes, le jury a répondu non à toutes les questions. Il s'agissait de la mort de la veuve Lecomte, la Brèche, de Toussaint Rivet, de Davaillot Pierre-Eugène, qui était le père de l'accusé, de Marcelin Bénard, père de Léon Bénard, de Marie-Louise Gouin, veuve Bénard, de Lucie Bénard, épouse Baudin, de Blanche Lebeau, veuve Rivet, de Pauline Laleron, de Virginie Laleron, de Léon Bénard et enfin de la veuve Davaillot, mère de Marie Bénard. Toutes ces morts s'échelonnent entre août 1938 et enfin mai 1948. La moyenne d'âge de toutes ces victimes était, on le sait aussi, de 72 ans et demi. Avant d'entrer dans leur salle des délibérations, après une plaidoirie de maître Gautrat, le président Nucy Saint-Saëns s'était tourné vers l'accusé en lui posant la question rituelle « Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?» Marie Bénard répondit « Je vous répète, Monsieur le Président, ce que j'ai dit au commencement de ces débats. Si je suis ici, c'est parce que je suis innocente. Autrement, les remords m'auraient tué. Pendant tous ces débats, j'ai été soutenu par mes défunts et aussi par ma chère maman. Eux et notre Seigneur savent que je n'ai rien fait de mal. J'ai confiance en eux et j'ai confiance en la justice de Dieu. » Après le prononcé du verdict d'acquittement, qui avait été précédé d'un avertissement du président Nucy Saint-Saëns, disant que dans le cas où se produirait la moindre manifestation, il ferait aussitôt arrêter les perturbateurs, aussitôt après le prononcé de ce verdict, la foule s'écoula sans bruit. Marie Bénard embrassa ses avocats qui étaient bouleversés et enfin, la foule s'est lentement dispersée aux abords du palais de justice de Bordeaux. Marie Bénard est acquittée. Si le tribunal n'a pas pu prouver sa culpabilité, la preuve de son innocence n'a pas pu être faite non plus. La semaine prochaine, pour conclure notre série, nous redonnerons la parole à Frédéric Potcher qui, des années plus tard, dévoile son intime conviction. Et pour finir, il sera temps d'écouter l'intéressée, Marie Bénard elle-même, nous parler de ses mémoires parues quelques mois après la fin du 3e procès. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de notre série avec Frédéric Potcher et Marie Bénard.